Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Discours sur l'état de la nation. Le président de la République va sacrifier demain mardi à la tradition, un événement majeur dans la vie politique nationale, une occasion pour la rédaction de faire un bilan de la gouvernance du chef de l'État. Un concert gratuit comme cadeau de fin d'année aux Béninois après une année marquée par le coronavirus. L'événement a eu lieu samedi dernier. Les détails dans ce 20h. Au lendemain des élections présidentielles et législatives au Niger, le dépouillement des bulletins de vote est en cours. Pendant ce temps, au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a validé la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Demain, 29 décembre, le président Patrice Talon présente devant l'Assemblée nationale son 5e discours sur l'état de la nation. Un invité dans ce journal pour en révéler les enjeux, c'est James William Gbagedi, chef desk politique de la rédaction du journal télévisé. Bonsoir James. Bonsoir Ariane, bonsoir à tous. Mais en attendant, sachez, mesdames et messieurs, que quelques acteurs politiques béninois étaient ce lundi face à la presse à Cotonou. Ils sont revenus sur les grandes actions de développement entreprises par le président Patrice Talon. Ils encouragent le chef de l'État à continuer sur cette lancée. Gilles Donsou, Daniel Ada. Mettre les pendules à l'heure, arrêter toute forme d'intoxication sur la gestion du président Patrice Talon. Le régime du nouveau départ est au travail depuis 2016. Les organisateurs de cette conférence de presse sont montés au créneau ce lundi pour l'affirmer de vive voix. Malheureusement, ayant échoué dans leurs diverses manœuvres pour étouffer dans l'œuvre de restauration sociopolitique et économique en cours dans le pays et à bout d'idées, une poignée d'individus, avec en tête l'ancien président de la République, M. Yahi Boni, a décidé de s'enfoncer dans une politique de la terre brûlée. Troublé par la première phase de la tournée de reddition de comptes du président de la République, achevée en apothéose à Cotonou, les mêmes individus, encore eux et toujours eux, ont repris du service. Ils ont repris avec la foi aux calomnies, les mensonges et les jugements faciles, sans fondement, à travers ballades, exhibitions et vaudevilles. Il replonge dans le passé pour donner quelques détails. Au sujet des dérives dictatoriales sous le président Yahi Boni, par exemple, on a connu des interdictions de manifestations et de répression violentes, parfois dans le sang. Vous rappelez le domicile du ministre Gaston Zossou, assiégé juste parce qu'il a osé porter du rouge dans ce pays. Nous avons été gazés, blessés, violentés à la bout du travail le 27 décembre 2013. Vous savez, aujourd'hui au Bénin, il y a 2 conflits. Il y a 2 morales qui sont en conflit. Il y a le moral des voleurs et le moral des valeurs. La rupture imprime sa marche vers le développement avec une méthode particulière. Le président Patrice Talon a enclenché des réformes audacieuses, c'est-à-dire de ne pas être populiste, mais de travailler dans la durée. Le regard tourné vers la construction d'une nation forte et bien gouvernée.
Une nation dans laquelle les choix de développement sont faits sur la base de réflexions approfondies, constructives et planifiées. Mais la réalité de la gouvernance de Talon s'est vite révélée à toute la nation béninoise, surtout aux acteurs politiques que nous sommes et les cadres centraux à divers niveaux. Une grande partie de la classe politique, tournant dos aux pratiques antérieures, s'est engagée dans la voie de la rupture prônée par le président de la République et le peuple, vaille que vaille, a consenti les sacrifices qu'appelle une telle entreprise. Le Bénin est un pays de respect des droits de l'homme et les preuves en disent long. Pourquoi les conseillers municipaux d'Abomey Calavi devraient-ils répondre devant le juge de la gestion qu'ils ont eu à faire et que les autres devraient se débiner pour aller rester à l'extérieur et parler d'exil? Est-ce la justice? C'est ça la paix? C'est ça la paix? Pourquoi les dames devraient-elles répondre devant le juge pour avoir commis une erreur de triche et que les autres doivent aller se réfugier à l'extérieur et nous parler d'exil? De quel exil parle-t-il? Les ambitions sont grandes pour un Bénin encore plus révélé. Et pourquoi sommes-nous aujourd'hui en train de vous parler? Il n'y a pas de querelle, juste des piqûres de rappel. On ne veut pas que ça continue, mais il faut que ça continue. Nous vivons une aubaine avec cette gouvernance. Que celui qui nous a sortis des 25 pays les plus pauvres au monde nous sorte désormais des 50 pays les plus pauvres au monde. Moi, je l'attends. Patrice Talon ne nous a pas mobilisés sur une base marchande. À moi, il a dit, Monsieur le ministre, si nous en convenons, nous allons faire de notre petit Bénin une grande chose. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Et j'utiliserai toute la force de mon corps et de mon esprit. Je ferai ce combat jusqu'à mon dernier souffle pour donner du temps de sérénité à ce qui nous relève, à ce qui nous honore. Quant au démarrage laborieux de l'industrie à mensonges et à calomnie, il sera parfaitement contrôlé. S'il est vrai que pour avoir transporté du carburant de contrebande à Ifani, une vingtaine a été fusillée de dos dans la fuite, pendant que les dames Jeanne étaient alliées en légion à Kaourou, on ne permettra pas. S'il est vrai que des coopérateurs de Djilagbadan Ouéré ont été fusillés et que j'ai reçu les veuves et les orphelins et que j'ai vu chez moi une femme qui portait une grossesse, elle a reçu la balle là dans la hanche, elle était dénudée pour nous montrer, la balle est sortie par là et a tué les 2 bébés dans le ventre. J'ai vu de mes yeux, croyez-moi, c'était le mal intégral. Occasion saisie pour revenir sur quelques images qualifiées de triste mémoire. Demain, mardi 29 décembre 2020, le chef de l'État, Patrice Talon, prononce le dernier discours sur l'état de la nation de son quinquennat, un événement majeur dans la vie politique nationale. À l'occasion, notre rédaction s'est intéressée au bilan de la gouvernance du président de la République, une gouvernance bien particulière qui a eu le mérite de mettre le Bénin sur les rails du développement. Le document est signé Lénaïque Agbazaou. Un homme, Patrice Talon, une mission, révéler le Bénin. Porté au pouvoir à l'issue du scrutin présidentiel de mars 2016, avec plus de 65% du suffrage exprimé au second tour, l'actuel président de la République a fait son entrée au palais de la Marina avec un nouveau style de gouvernance. Une gouvernance placée sous le sceau des réformes. Premier chantier, l'assainissement des finances publiques, la lutte contre la corruption et l'impunité. Sur le terrain de la lutte contre la corruption, je pense qu'on a véritablement avancé, en ce sens que le bien public était bafoué, banalisé. Les gens avaient l'habitude de scander que le bien public n'appartenait à personne, donc qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait et tout. On mettait facilement la main dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut soit être kleptomane ou être un fiefé voleur pour s'y avancer. Quiconque s'y frotte, s'y pique. Également au compteur de la gouvernance Talon, la réforme du système partisan concrétisée avec le toilettage de la charte des partis politiques et du code électoral.
Le Bénin a aussi réussi à donner un exceptionnel exemple sur le continent. La révision de la Constitution avec la consolidation des acquis démocratiques et un renforcement du verrou des mandats présidentiels. Il faut avouer que le président de la République qui est là, M. Patrice Talon, a un leadership centré sur le courage et sur l'audace. Ce qui a manqué cruellement aux autres chefs d'État. Je crois qu'aujourd'hui, pour avoir fait le diagnostic, il a adopté une thérapie de choc, des réformes au plan politique, sanctionnées par la charte des partis politiques, mais aussi le code électoral. Et depuis un moment, nous avions assisté à un assainissement du paysage politique et un renouvellement du personnel politique. Et c'est à l'avantage du Bénin. Les réformes ont impacté tous les secteurs et imprimé une nouvelle dynamique au fonctionnement de l'État. Opérationnalisation des 12 départements, création de la police républicaine, encadrement du droit de grève, digitalisation de l'administration, lutte contre les faux médicaments et fermeture des centres de soins illégaux. Les pauvres et extrêmes pauvres sont pris en charge par le projet ARCH, Assurance pour le renforcement du capital humain. Et les enfants des zones déshéritées bénéficient du programme des cantines scolaires. Vous le savez, il y a plusieurs enfants qui quittent l'école parce qu'ils viennent de parents extrêmement pauvres, ils n'arrivent pas à manger à l'école et du coup, ils ne sont plus motivés à venir. Alors, quand le président de la République il est arrivé au pouvoir, il a arrangé ce qui aide la qualité des cantines. Il a ajouté assez de fonds pour que les enfants bénéficient au moins d'un repas par jour. Du coup, ça a arrangé le taux de régularité, d'assiduité à l'école des enfants. Arche, ce grand projet qui prend en compte toutes les personnes défavorisées, les personnes vulnérables, les personnes pauvres, les personnes qui n'ont pas la possibilité d'aller aux soins quand elles sont malades. Alors ce projet est venu quand même donner un grand souffle à toutes les couches défavorisées de notre pays. Le Bénin fait sa marche vers l'autonomie énergétique avec l'installation de la centrale électrique de Maria Gleta 2. Et l'eau potable coule à flot des robinets, même dans les contrées les plus reculées. Le pays se métamorphose du nord au sud, fruit du projet asphaltage, doublé de la construction des logements sociaux, des stades omnisports et des marchés modernes. Tout le monde a vu comment les grandes villes du Bénin ont été métamorphosées. Là où on avait des difficultés à positionner, à placer des pavés, c'est des goudrons, les rues ont été bitumées. Et donc c'est à l'actif de ce gouvernement. Il y a de l'efficacité dans ce qu'il est en train de faire et le courage qu'il a apporté à mener à bon port ces réformes-là. Il faut le lui reconnaître et l'encourager à aller encore plus loin. Sur le plan économique, le pays est couvert de lauriers par la communauté internationale et figure désormais parmi les pays à revenus intermédiaires. Lorsque nous avons quelqu'un qui a réussi dans le domaine privé et qui vient avec ce modèle de gestion qui est axé sur le résultat, nul doute que ce qui se veut faire aujourd'hui n'est que la mise en symbiose donc d'un certain nombre d'intelligences, de compétences au service, à la tête de notre pays. Une économie résiliente qui a su résister aussi aux chocs exogènes provoqués par la pandémie de Covid-19. Une crise sanitaire, par ailleurs, bien gérée à l'interne avec des mesures conséquentes. Le pays se construit et occupe aujourd'hui un meilleur positionnement dans le Conseil des Nations, au grand bonheur des populations. Un autre virage s'annonce à compter du 1er janvier 2021 pour plus d'efficacité au niveau de l'administration publique. Il s'agit de l'exécution des nouveaux horaires. Près de 5 ans de gouvernance à l'actif du président Patrice Talon, 5 années qui ont été marquées par des actions de développement dans tous les secteurs. L'énergie, l'eau et les infrastructures routières ont intéressé William Toké. Regardez. Venu programme d'action, près de 5 ans après, ces idées fortes et ces ambitions osées se dessinent sur le terrain. D'autres se concrétisent à travers des réformes courageuses. La première révolution, celle d'une volonté manifeste de sortir le Bénin de sa précarité hydrique. Cette situation a été réglée depuis 2018. Actuellement, le problème de l'eau est réglé et nous avons la pression qui est forte
De l'eau potable à tous les Béninois, un engagement qui touche aujourd'hui plus de 70% des populations au lieu de 30% il y a seulement 5 ans. De nombreuses infrastructures érigées, l'une des plus modernes du continent, est déposée à Parakou. Une machine ultra moderne faite pour couvrir les besoins des populations, même à l'horizon de 40 ans. Actuellement, avec le gouvernement actuel et par rapport au projet de l'eau, nous avons senti que le gouvernement a assez fait par rapport à l'eau. Parce que, entre-temps, l'eau venait avec des couleurs, on n'arrive même pas à boire, on a toujours peur de boire l'eau. Maintenant, l'eau est claire et nous buvons ça avec vraiment l'amour même. Des machines du genre, mais en miniature, installées dans plusieurs contrées du pays, Djougou, Dassa, Glazoué, Savet, avec des barrages en construction d'une capacité totale de 14 millions de mètres cubes. Construction de 2 barrages, l'un de capacité de 2 millions, l'autre de 12 millions de mètres cubes. Et ce chantier aussi avance très bien. Et actuellement, le petit barrage est déjà exécuté, est déjà réalisé entièrement. Et le second est dans sa mise en œuvre, dans son exécution. De l'eau à l'énergie électrique, il n'y a qu'un pas. La deuxième révolution de développement qui a touché le Bénin. Une nouvelle centrale électrique qui a comblé la moitié du besoin du Bénin. Une deuxième en phase de construction. 5 centrales solaires et l'indépendance énergétique sera définitivement acquise pour le Bénin. Nous allons chasser complètement l'obscurité du Bénin. Je voudrais saluer la maestra du chef de l'État et le leadership du ministre de l'énergie. Je crois que vous avez compris que nous avons fini enfin de gérer le Bénin à la petite semaine. Et que maintenant, c'est de la méthode. C'est une bonne organisation et patiemment, nous allons vers une grande nation. De l'énergie électrique pour les industries, les petites unités de production, même celles en devenir, de la route pour écouler les produits transformés, assurer une fluide et paisible circulation des biens et des personnes. C'est là la troisième révolution. Le projet asphaltage est le porteur. Sur Parakou, c'est terminé. Sur Natitengo, c'est terminé. Sur Abomey-Boyikon, c'est terminé. C'est que sur Lokossa que nous avons une problématique où nous sommes encore à peu près à 15% de la fin parce qu'il y a des trottoirs qui ne sont pas terminés, de correction des réservations pour la plantation des arbres qui ne sont pas terminées et des questions de pose de pavés décoratifs sur les trottoirs qui ne sont pas également terminés. Donc, le lot 13A de Lokossa est un peu en retard par rapport aux 4 autres lots que nous avons visités. Nous sommes aujourd'hui dans la dynamique de faire la réception provisoire de ces 5 lots avant la fin du mois de janvier 2021. Désenclaver les localités, relier les villes entre elles, les arrondissements. Plusieurs villes ont fait peau neuve, un exploit qui redonne espoir. Le projet asphaltage est vraiment à l'étape de la pose des lampadaires de l'éclairage public et également de la mise en place de l'aménagement paysager. Ça veut dire que nous sommes en train de boucler cette première phase qui porte sur à peu près 195 km de voirie urbaine aménagée, plantée et éclairée, au plus tard à la fin du mois de janvier 2021. D'audacieuses réformes ont touché les secteurs clés de développement économique. L'agriculture béninoise retrouve peu à peu ses lettres de noblesse, des scores de production qui hissent le Bénin sur le trône du continent. Aucun secteur n'est occulté dans ce vaste chantier de développement dicté par le PAG, le programme d'action de gouvernement, un ensemble d'actions et de réalisations à l'actif des populations béninoises. Je vous le disais, demain 29 décembre, le président Patrice Talon présente devant l'Assemblée nationale son 5e discours sur l'état de la nation. James William Gbagidi, chef desk politique de la rédaction du journal télévisé, est sur ce plateau pour en parler. Alors James, dans quel état d'esprit se trouve-t-on quand on est président et qu'on doit dire un discours, un dernier message sur l'état de la nation de son quinquennat?
On serait n'importe quel autre président, en tout cas sous les tropiques africaines, qu'on serait quelque peu déjà dans la nostalgie de voir un mandat en train de s'achever. Et je ne suis pas du tout sûr que Patrice Talon soit dans cette dynamique-là. Pour ce que nous avons pu lire à travers l'attitude de l'homme depuis qu'il est au pouvoir, c'est un homme qui est toujours dans une dynamique positive, dans une dynamique pour avancer. Et il est certain qu'en présentant son discours que vous avez signalé effectivement être le dernier de ce quinquennat sur l'état de la nation, le président Patrice Talon va probablement être dans un état d'esprit très positif, sera dans une dynamique de regarder en avant, et c'est probablement parce que ce bilan-là qu'il est en passe de nous présenter est un bilan très largement positif. Alors, en l'occurrence, Patrice Talon a achevé il y a peu une tournée nationale de reddition de comptes. Alors, que peut-il encore dire sur l'état de la nation qui n'a déjà été dit, James? Vous savez, le discours sur l'état de la nation, c'est une obligation constitutionnelle. Et même si le président de la République s'est prêté à une tournée nationale de reddition de comptes, il ne s'agissait pas là pour lui d'une obligation de la même envergure que ce discours-là. Et puis, vous savez, quand on s'exprime devant les populations, quand on rencontre des personnalités, des personnes que l'on s'exprime tel que le président de la République a eu à le faire, il y a forcément un certain nombre d'éléments qui ne sont pas présentés dans la même structuration. Le chef d'État aurait présenté le bilan de la même manière dans les 60 communes qu'il a parcourues, que cela aurait été redondant, ennuyeux, de la mesure où ça a été diffusé à la télévision très largement à plusieurs reprises. Et donc, dans chaque localité, même si le président Patrice Talon a évité de parler des questions relatives à chaque localité, il y a quand même eu des spécificités, il y a eu des manières de présenter le bilan qui procèdent surtout de ce qu'il a rencontré sur le terrain. Mais dans le discours sur l'état de la nation, le chef d'État fait face aux députés, il fait face à la nation entière, et il y a un discours qui est bel et bien forcément mieux élaboré. Les différents compartiments dans lesquels il a eu un impact, sa gouvernance a eu un impact, on a pu le voir dans un reportage que vous avez diffusé tout à l'heure. Les différents compartiments seront cités avec des précisions sur les chiffres, des précisions qui n'ont pas toujours été apportées à l'occasion des échanges avec les populations qui auraient trouvé quand même parfois certains chiffres quelque peu ennuyeux. Donc la forme elle est différente, et bien entendu cette fois-ci la grande solennité qui entoure l'événement va faire que ce ne sera pas la même chose, même si je suis de ceux qui pensent que parce que le président de la République a fait cette tournée nationale-là, cela peut avoir un impact sur la durée globale de ce discours qui pourrait être moindre par rapport à l'année dernière. Mais aujourd'hui, quand on compare les ambitions du PAG et les réalisations sur le terrain, est-ce que Patrice Talon peut se satisfaire des résultats obtenus? À l'occasion du 5e discours sur l'état de la nation, qui est le dernier du quinquennat en cours, bien entendu, le président de la République ne peut que faire le bilan. Et ce bilan-là doit tenir compte, bien entendu, de ce qu'il a annoncé, de ce qu'il a dit vouloir faire. Il y a forcément des domaines dans lesquels toutes les ambitions n'ont pas été accomplies. Mais quand on regarde un peu ce qui a été fait, il y a vraiment de quoi pour le président de la République être satisfait de ce qu'il a accompli. Nous l'avons déjà vu par le passé des programmes d'action du gouvernement. Et on a vu également des candidats qui ont été élus et on a regardé leur projet de société, on a regardé ensuite leur programme d'action et on a regardé les résultats à la fin. Nous étions pour le moins insatisfaits, déçus, voire même énervés, puisque la plupart du temps, les candidats présentés par les présidents sortants ou éventuellement soutenus par les présidents sortants, nous les avons toujours rejetés. En tout cas, en tant que peuple, nous les avons toujours rejetés et nous avons toujours voté pour d'autres personnalités. Dans le cas du président Patrice Talon, il y a une très grande satisfaction à tirer de ce bilan. La quasi-totalité. On ne peut pas réaliser dans le temps le délai qui était imparti. Et puis, lui-même l'a avoué à certains moments pendant cette tournée que vous avez suivie. Il y avait des délais d'études de faisabilité qui se sont allongés plus que prévu, qui ont retardé certaines réalisations. Et puis, il y a une grande quantité de réalisations
dont on ne verra pas le fruit dès aujourd'hui, dès la fin de ce quinquennat, mais dont on verra le fruit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, voire même bien plus tard. Et tout cela, ça fait partie de ce que Patrice Talon a réalisé. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas satisfait en présentant son bilan demain devant les députés. Et pour finir, James, est-ce que le chef de l'État peut saisir l'occasion de ce message pour lever les doutes sur sa candidature à un second mandat? Je ne suis pas très sûr que Patrice Talon profite de cette occasion-là, parce que ce n'est pas ce qui est normalement prévu. Le discours sur l'état de la nation, il s'adresse aux Béninois. C'est vrai qu'il se peut, d'un point de vue exceptionnel, que Patrice Talon en arrive à dire ce qu'il a l'intention de faire, mais cela m'étonnerait quelque peu de ceux qui pensent que le président de la République va se concentrer plutôt sur le bilan qui est le sien, présenter ce bilan-là et différer l'annonce d'une candidature ou d'une non-candidature pour 2021 à un autre événement, à une autre possibilité. Et en fait, je le dis ça également parce que la tournée nationale n'était pas achevée. Et pendant cette tournée, le président de la République s'est refusé à chaque étape à dire qu'il serait ou non candidat à la prochaine élection. Et dans les 17 communes restantes, je pense qu'il réserve le même suspense aux 17 communes restantes. Il ne va pas tuer le suspense avant d'achever la tournée. Et puisqu'il a annoncé aux autres communes qu'il reviendrait à l'occasion d'une autre tournée pour échanger des questions politiques, notamment de la prochaine élection présidentielle, je pense que l'annonce de sa candidature va tenir compte de cette posture qu'il a tenue pendant sa tournée récente. Merci, James William Gbagidi, d'avoir été l'invité de ce 20h. Je rappelle que vous êtes le chef desk politique de la rédaction du journal télévisé. Ce journal se poursuit. Eugène Alosoukbo, désormais docteur en communication, information et médias, il a défendu sa thèse de doctorat relative au Parlement de l'UEMOA, cas du Bénin et du Togo, un travail qui lui a valu la mention très honorable avec les félicitations du jury. Christelle Tongodo et Julia Kouikou pour le point. Le Parlement dans l'espace UEMOA, dynamique fonctionnelle et enjeux communicationnels, cas du Bénin et du Togo. C'est autour de ce thème que Eugène Alosoukbo a choisi de centrer ses recherches. Un thème d'actualité qui rappelle le rôle du Parlement dans l'espace UEMOA et plus encore l'intérêt du Parlement au peuple à la base, s'agissant plus précisément des représentants des peuples béninois et togolais. L'impétrant fait une analyse croisée de ces deux institutions politiques tout en relevant les forces et les faiblesses de chacune d'elles. Nous avons fait le point du fonctionnement de ces institutions pour constater que ces institutions sont dynamiques dans leur fonctionnement, même s'il y a quelques problèmes à régler. Et ces problèmes ont trait à la restructuration de l'administration des parlements du Bénin et du Togo. Il y a des efforts qui sont faits, mais ces efforts-là ne sont pas encore suffisants, quitte à rendre totalement ces parlements fonctionnels dans cette dynamique que nous espérions. Il y a aussi les enjeux communicationnels. Les parlements ont quelques moyens de communication, outils de communication. Par exemple, le Parlement du Bénin a une radio hémicycle, mais qui ne couvre pas l'ensemble du territoire national. C'est un effort à faire pour que les populations qui sont loin de Cotonou, de Porte-Novo, puissent avoir accès à l'information parlementaire, qui est une information prisée, parce que c'est une information qui vient des représentants du peuple. Au Togo, il n'y a pas de radio parlementaire. C'est un effort à faire. Au Togo, il y a un grand problème de personnel parlementaire. On a besoin de plus de personnes pour rendre cette institution plus dynamique. Et donc, c'est une décision à prendre. Au bout de quelques minutes d'exposé, le jury apprécie le produit fini. Après vous avoir écouté, suivi votre présentation, avec certaines rigueurs et tenue dans le temps. Après vous avoir écouté par rapport à votre engagement d'être disponible pour intégrer les suggestions qui vous ont été faites pour davantage améliorer la qualité de ce travail. Le jury, à l'unanimité, vous a jugé
d'être digne de grade de docteur, PhD en communication, information et médias. Eugène Alossoupo fait ainsi son entrée dans le cercle des docteurs. Il obtient la mention très honorable avec félicitations du jury. C'est l'histoire d'un nouveau départ en cette fin d'année, l'histoire aussi des grandes retrouvailles entre les vedettes de la musique urbaine béninoise et le public cotonois. Il s'agit du concert gratuit organisé samedi dernier au Palais des Congrès. Un concert offert comme cadeau de fin d'année aux Béninois après une année marquée par le coronavirus. Nicanor Kovi, Patrick Nimava. Un concert comme paquet cadeau délicatement déposé au pied de ce sapin d'eau. Véritable jet de lumière qui s'élance dans le ciel cotonois avant de se répandre en éclats de fraîcheur pour équilibrer la chaleur de ces retrouvailles. Au crépuscule de ce samedi, comme un air de féerie flotte sur le palais des congrès de Cotonou. Et le Père Noël, qui jouait les prolongations dans le coin, a lâché un déhanché d'approbation pour cette bouffée de décibels. Sur la scène, déferlante d'artistes de la musique urbaine béninoise. Petit poussé sorti de l'œuf, valeur montante, déménageurs de service, ils étaient tous là, ou presque, ces princes de la chanson. Bavette vissée sur le nez et le cœur a donné de la voix. Le public, lui, était là aussi, bien présent, prêt à profiter au maximum de chaque fenêtre d'interaction offerte pendant ce show. Et pendant qu'en coulisses, certains ont la boule au ventre. Je suis impatient, en même temps je suis un peu stressé parce que je me dis, voilà, il y a longtemps on a passé un moment comme ça ici au Bénin. C'est finalement sur la scène qu'il lâche les chevaux. Et parfois dans une étreinte complice qui ravit le public plus qu'il ne lui déplaît. Une année sans scène et la Covid pour motif de rupture entre les artistes et un public sevré sans préavis. Pas de panique, le gouvernement s'occupe de tout et rallume la flamme d'une idylle au goût de retrouvailles. Un concert cadeau, avez-vous dit? Pour tout dire, merci, petit Papa Noël. Au Niger, l'heure est au dépouillement des bulletins de vote au lendemain des élections présidentielles et législatives. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a validé la réélection du président Roch Marc Christian Kaboré. Au niveau de l'Union européenne, la campagne de vaccination contre le coronavirus s'intensifie. Ce sont les principales informations de la compilation de l'actualité internationale que nous propose Lénaïque Agbazaou. 2. À Niamey, capitale du Niger, les différents bureaux de vote procèdent au dépouillement des élections présidentielles et législatives. 7,5 millions de Nigériens étaient appelés aux urnes ce dimanche. Le Conseil constitutionnel du Burkina Faso a validé vendredi la réélection pour un deuxième mandat de 5 ans du président sortant Roch Marc Christian Kaboré, avec 57,74% des voix au premier tour. Le candidat Roch Marc Christian Kaboré est élu président du Faso, a déclaré le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou,
lors d'une audience publique jugeant l'élection présidentielle du 22 novembre régulière alors que l'opposition dénonçait un scrutin entaché d'irrégularité. Selon le Conseil constitutionnel, le président Kaboré a obtenu 1 654 229 voix, soit 57,74%, un peu moins que 57,87% annoncé par la Commission électorale indépendante, la CENI, le 26 novembre. Cette différence s'explique par l'annulation par le Conseil constitutionnel des bulletins dans 200 bureaux de vote pour des procès-verbaux non parvenus ou non conformes. Deuxième du scrutin, l'opposant Edi Komboigo, candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, a obtenu 15,54% des suffrages exprimés. Il devance l'ex-chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, président de l'Union pour le progrès et le changement UPC, qui a recueilli 12,46% des voix. Le Conseil constitutionnel, qui n'a enregistré aucun recours en annulation du scrutin, a relevé quelques insuffisances et erreurs matérielles qui n'entachent pas la régularité, la transparence et la sincérité du scrutin. Pour son second mandat, Roch Marc Christian Kaboré, 63 ans, aura comme priorité la lourde tâche de la lutte contre les groupes djihadistes qui ont plongé dans le chaos une large partie de ce pays d'Afrique de l'Ouest, pauvre et enclavé de 20 millions d'habitants, à l'économie basée sur l'agriculture et les mines. Le président a été taxé d'immobilisme lors de son premier mandat sur ce sujet crucial. Les pays de l'Union européenne, dont les nations les plus touchées par la pandémie comme l'Italie, l'Espagne et la France, ont entamé ce week-end leur campagne de vaccination contre la Covid-19. Saluant une première victoire dans la lutte contre le coronavirus, dont une variante inquiète cependant de plus en plus. Livrées samedi, les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech ont été injectées en Italie peu avant 8 heures, à l'infirmière Claudia Alivernini et à la professeure Maria Rosaria Capobianchi, la directrice du laboratoire de virologie à l'hôpital Spallanzani de Rome. L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie avaient ouvert la marche samedi dans l'Union européenne avec un jour d'avance sur le lancement officiel de la campagne dans ce bloc. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a qualifié le début de cette campagne de moment touchant d'unité et d'histoire de succès, ajoutant que cela allait aider à revenir progressivement à des vies normales. Moins d'un mois avant son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump a effectué une volte-face spectaculaire dimanche soir. Le président américain a ratifié, après des jours de résistance, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars, accordant des aides aux ménages et aux petites entreprises. Parfois, nous finissons par pleurer à cause de tout ce que nous avons vécu. Nous ne pouvons pas laisser la même chose arriver à une autre femme, explique Inès Agressot, une migrante colombienne de Lima qui a été maltraitée par son ex-partenaire péruvien. Elle a créé un collectif pour aider d'autres migrantes dans des situations similaires et faire justice dans un pays où la culture machiste est très présente et où, selon elle, les étrangers ne sont pas aidés par les autorités. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.